Les Andes. Cette barrière de haute montagne bordant l'Amérique du Sud, un environnement rude et âpre, a été le berceau d'une civilisation au destin étonnant. C'est effectivement ici que les Incas ont édifié le centre d'un vaste empire, bâti, selon les mythes, en moins d'un siècle, et dont l'arrivée des Espagnols a précipité la chute. Débarqué au Pérou en 1532, Francisco Pizarro apprend que les souverains du royaume sont en pleine guerre civile. Après la mort du souverain inca Huayna Capac en 1528, Cusco, la capitale, est en proie à une terrible lutte de succession entre ses deux fils, Huáscar et Atahualpa. De plus, Pizarro croise sur sa route de nombreux peuples qui souhaitent s'affranchir du joug inca. Avide de richesse, il comprend qu'il a tout à gagner dans cette situation de fragilisation du gouvernement inca. Avec une poignée de soldats, il mettra tout un empire à genoux en 4 décennies. Mais c'est surtout le meurtre d'Atahualpa qui bouleversera tout un peuple pour qui l'Inca, incarnation divine du soleil et garant de l'ordre du monde, était invincible. Sa disparition était inconcevable. Ces êtres barbus, débarquant de palais flottants et chevauchant des bêtes tout droit sorties de l'inframonde, apparaissent comme des dieux terribles, capables de tuer l'Inca si facilement. Pizarro possède donc à ce moment-là toutes les cartes. Il pille à sa guise, convertit à tour de bras et place sur le trône de l'Inca les gens qu'il désire. Il commet néanmoins une erreur de calcul, en mettant Manco Inca à la tête de l'Empire. Manco, puis ses fils, retranchés dans la cordillère de Vilcabamba, opposeront une farouche résistance à l'oppresseur espagnol. La situation du site de Choquequirao, établi sur un éperon rocheux de la cordillère de Vilcabamba, découvrant toute la vallée de l'Apurimac, zone tampon entre les territoires incas et espagnols, pose la question de son rôle dans cette période tourmentée. Choquequirao, le berceau de l'or en langue aymara, aurait-il pu par exemple jouer le rôle de camp retranché de la résistance inca ? Parler de Choquequirao nous permet également de nous poser certaines questions. L'armée espagnole qui captura Tupac Amaru en 1572, le descendant de Manco II, connaissait-il le site? Ces armées qui étaient parties de Vilcabamba sont-elles arrivées à Choquequirao? Les légendes racontent, enfin on a beaucoup de témoignages disant que le site était une mine d'or, que le site a été le dernier bastion des Incas au moment de la conquête espagnole. Or, aujourd'hui, on dispose de témoignages des chroniqueurs espagnols montrant que le nom du site Choquequirao, visiblement, était déjà connu à l'époque espagnole, mais rien ne permet de savoir si le site était encore occupé. Les chemins d'accès anciens
se sont perdus. Aujourd'hui encore, on ne les a pas localisés. Mais par contre, le site lui-même est visible. Si moi j'avais été un conquérant espagnol et qu'on me dise là-bas il y a de l'or, sachant l'attrait que représente l'or, j'aurais mis tout en œuvre et j'aurais monté une armée pour traverser la rivière, même si c'était très difficile, pour aller m'enquérir de l'or qui se trouve à Choquequirao. Les chercheurs ont en tout cas la certitude que le site a été abandonné soudainement. Ceci se base sur le fait que plusieurs ouvertures ont été obstruées et avant d'être bouchées, y ont été déposées des offrandes sur leur seuil. Ces découvertes nous permettent de comprendre que le site a été subitement abandonné. C'est sûrement d'ailleurs lorsque les Andins ont prévu l'invasion espagnole que ce site a été obstrué et abandonné. L'abandon du site correspondrait au moment de la capture du fils de Manco Inca, Tupac Amaru. Sa défaite, qui sonne le glas de la résistance inca, a eu lieu dans cette même région de Vilcabamba, et on y associe chronologiquement l'incendie, puis l'abandon de Choquequirao. Revenons d'abord à l'origine de cet empire, dont la fin tragique ne saurait éclipser l'étonnante expansion. L'aventure commence donc à Cusco, le nombril du monde en langue quechua, la capitale de l'empire. Après leur victoire sur le groupe rival les Chanca en 1438, commence le règne du 9e Inca, Pachacutec, le grand réformateur, qui va aller de victoire en victoire, créant ainsi l'État le plus puissant d'Amérique. Au milieu du XVIe siècle, il règne sans partage sur le fameux Tawantinsuyu, l'empire des 4 quartiers. Car il divisait administrativement leur territoire en 4 parties, dont les grands axes se sont projetés depuis le cœur de l'espace inca, Cusco. Au nord se trouvait le Chinchasuyo, au sud le Collasuyo, à l'ouest le Kuntisuyo et à l'est, s'ouvrant sur le piémont amazonien, l'Antisuyo. À son apogée, le Tawantinsuyu s'étendait depuis le sud de l'actuelle Colombie jusqu'à l'Argentine et le Chili, par-delà l'Équateur, le Pérou et la Bolivie, c'est-à-dire la partie occidentale de toute l'Amérique du Sud, longeant l'océan Pacifique et la cordillère des Andes. Cela représentait un territoire long de 4000 km et couvrant une superficie de plus de 3 millions de km². Ce territoire immense rassemblait de nombreuses communautés très différentes les unes des autres. La réussite de ce tour de force, consistant en l'organisation de communautés si différentes, repose sur 3 piliers fondamentaux. D'abord, dans la centralisation du pouvoir à Cusco, au milieu stratégique de l'Empire. Ensuite, par la mise en place d'un système administratif hiérarchisé qui gère les régions conquises. Cette bureaucratie était représentée par les orejones. Ils étaient les fonctionnaires représentants du chef suprême, le Sapa Inca. Enfin, le dernier fondement de l'Empire consistait en l'emploi institutionnalisé d'une seule et même langue, le quechua, sur tout le territoire.
Le défilé des institutions lors de la fête du soleil, l'Inti Raymi, symbole de l'attachement indéfectible des Péruviens pour la culture inca, témoigne aujourd'hui encore de la diversité des peuples andins qui cohabitaient dans le Tahuantinsuyo. Qui vivait à Choqquequirao? Alors on pense que Choqquequirao, comme c'est un site à la fois administratif et rituel, était occupé par des populations multiethniques. On a des populations pré-Inca qui sont des populations locales, peut-être liées à un groupe Chanca, parce qu'on sait que les Chancas vivaient à cet endroit-là, vivaient dans cette province de l'Empire, avant l'arrivée des Incas. Les Quechua, qui sont les premiers habitants de la région, occuperaient le site. Et puis lorsque les Incas arrivent, les Incas visiblement implantent des colons qui sont originaires de différentes parties du territoire du Tahuantinsuyo, l'empire des 4 moitiés, qui sont des spécialistes. Une promenade dans les rues de Cusco suffit à montrer qu'il existe toujours 2 capitales au Pérou. Si Lima est la capitale administrative, Cusco en est le cœur culturel. Riche de traditions andines millénaires, elle dévoile dans ses moindres recoins la vie bouillonnante de l'ancienne capitale inca, que la restructuration espagnole n'a pas pu étouffer. Thibaut Saintenoy participe aux recherches de Choqquequirao depuis le début de la mission française en 2004 sous la direction de Patrice Lecoq. Il met la dernière main à la préparation de son prochain départ sur le site. Au marché San Pedro, Thibaut se procure les derniers éléments nécessaires à la bonne marche de sa mission. Mais que peut faire un jeune archéologue avec un fœtus de lama? Pour le savoir, il est temps de prendre la route qui va nous mener jusqu'au site de Choqquequirao. En quittant Cusco, village après village, l'Amandine se laisse appréhender un peu mieux. Les Incas ont établi pour leur empire ce constat simple. Il vaut mieux s'appuyer sur un patrimoine culturel ancestral commun plutôt que de s'y opposer. C'est pourquoi il convient de faire une distinction entre 2 notions intimement liées, la tradition andine et la tradition inca. À l'époque inca, on a 2 types d'organisations. L'organisation étatique, qui a été fondée depuis l'origine même de la création de l'Empire. Et conjointement, on a l'organisation andine traditionnelle des communautés, qui existe là depuis des temps immémoriaux. Cette organisation est fondée sur la communauté, qui s'appelle en quechua en aymara l'Aylú. L'Aylú a un territoire, donc c'est qu'une communauté endogame qui s'appuie sur l'unité familiale. Et là, les décisions importantes sont prises au niveau de la communauté, et la communauté élit
un chef qu'on appelle le Curaças. Lorsque les Incas sont arrivés, ils ont repris à leur compte cette organisation communautaire en faisant chevaucher une organisation étatique fondée là sur le pouvoir même de l'Inca. Le génie des Incas réside moins dans la réappropriation de traditions existantes dans les diverses communautés que dans la structuration d'un territoire gigantesque et peuplé d'ethnies variées. Par exemple, ils ont conservé une économie entièrement basée sur le troc. Chaque personne arrivait avec sa production et échangeait ce dont elle avait besoin avec les autres familles. Ce système subsiste encore dans de nombreux marchés andins. Pour assimiler la puissance et la vitesse d'expansion des Incas, dont la domination ne s'inscrit qu'au dernier siècle de l'histoire du monde andin, une notion fondamentale est à intégrer. Une des institutions de la société inca qui a permis cette dynamique économique, politique et religieuse a été la réciprocité, qui se dit en runasimi Aini. C'était donc toute une organisation socio-économique basée sur la régulation de production et de distribution des biens. Ça, c'est une autre notion du Minka et de l'Aini, qui est cette notion d'aider son prochain par une réciprocité. Mais c'est quelque chose d'humain qu'on trouve partout. Je te donne quelque chose, tu dois apporter autre chose, quelle que soit cette chose-là. Alors la réciprocité andine est quelque chose d'assez particulier qui existe depuis les époques les plus anciennes, qui fait que c'est lié à une prestation de travail. Alors à partir de l'époque inca, ces prestations de travaux deviennent des prestations obligatoires que l'on appelle la mita. Cette notion de réciprocité était la base du fonctionnement de la civilisation inca. Elle s'appliquait tant à l'économie que dans les relations diplomatiques ou dans leur rapport aux divinités. ¿Dónde están los caballitos? ¿Qué tal? Thibaut a profité de son passage dans ce village de muletiers pour emprunter lui aussi un véhicule plus propice au périple qui va lui faire descendre une montagne, traverser le fleuve Apurimac et grimper le versant de la montagne Choquequirao. ¿Están listos los caballos? Ya llegamos en Capulillo. On découvre dans ces communautés agricoles le visage des habitants de la cordillère à l'époque inca, qui vivaient sur ces petits hameaux d'altitude et qui dépendaient des grands sites comme Choquequirao. Donc nous nous trouvons dans une structure de plan au sol circulaire construite en pierre qui constitue l'habitat domestique typique de l'époque préhispanique tardive. Ce village constitue un établissement satellite de Choquequirao, établi sur une ligne de crête qui domine le site de Choquequirao, qui se trouve sur l'autre rive de la vallée de l'Apurimac. La population andine est toujours essentiellement agricole. Dans ces zones de montagne, la vie d'un centre tel que Choquequirao s'articulait autour de ces communautés paysannes.
Et puis il y avait bien sûr les paysans qui étaient rattachés au service de l'élite dirigeante, mais qui étaient en petit nombre. Je pense que c'est eux qui vivaient dans la périphérie du site et qui s'occupaient de la culture des produits indispensables à la survie de la population. Il y a tout lieu de penser qu'à Choquequirao, on était aussi en présence d'agriculteurs et d'éleveurs qui mangeaient, ils mangeaient ce qu'ils trouvaient sur le terrain, c'est-à-dire des lamas qui étaient sacrifiés, que l'on faisait rôtir, et puis du maïs, de la quinoa, des pommes de terre. C'est la consommation naturelle d'un paysan des Andes. Mais l'alimentation des habitants de ces sites d'altitude nécessitait aussi une organisation particulière. La communication entre les différents étages des Andes est essentielle. Les communautés d'altitude devaient échanger avec les populations des basses terres les produits nécessaires à leur survie. Ces produits étaient acheminés par des caravanes de lamas ou à dos d'hommes. Ce sont donc l'agriculture et le pastoralisme qui sont deux étages écologiques ou deux types de production sur lesquels se base toute l'économie de ce site. La route qui mène à Choquequirao permet également de se faire une idée de ce que devait être l'Empire Inca à son apogée, au vu de l'incroyable réseau qui sillonne les Andes. Le long d'un mauvais sentier caillouteux, que seuls les mules entraînées savent prendre sans encombre, c'est tout le mystère de l'Empire Inca qui nous revient à l'esprit. Son ingéniosité et son incapacité à se défendre efficacement, sa fierté et son asservissement si rapide. C'est aussi l'effort qu'ont dû faire les premiers explorateurs pour sillonner les Andes seuls en quête d'hypothétiques cités oubliées. En 1847, le vice-consul de France au Pérou, Léon Sangan, en dressera les premiers plans. Il faudra attendre 1909 pour que l'Américain Hiram Bingham, le découvreur 2 ans plus tard du Machu Picchu, y entame les premières fouilles. Le site retombe ensuite dans l'oubli en raison de son accès difficile et de son isolement. À nos pieds, le fleuve Apurimac, le Seigneur qui parle, joue son morceau ininterrompu se répercutant sur les parois de l'immense vallée qui l'abrite. À l'aube du 3e jour de marche, la fatigue fait se poser une question simple. Pourquoi avoir construit leurs centres politiques et rituels dans des endroits si inaccessibles ? Mais les grognements s'éteignent quand sortent de leur écrin de brume les premiers murs de schiste agrippés à leurs pans de montagne. À 3100 mètres d'altitude, cet ensemble de structures géométriques, au lieu de trancher avec le fabuleux paysage environnant, semble conçu par et pour lui. Pour faire les 30 derniers kilomètres qui séparent Cachorra de Choquequirao, il aura fallu 2 jours.
Ce qui frappe de prime abord est l'organisation duelle du site. On voit clairement que le cœur de Choquequirao se compose de deux parties distinctes. En général, cette organisation communautaire est duelle, c'est-à-dire qu'elle se fonde sur deux moitiés. C'est-à-dire qu'on a une moitié du haut et une moitié du bas. Une partie de la communauté occupait la partie haute, donc on l'appelait moitié du haut, et fondait une société à part entière avec son Curaca à part entière. Et puis, dans la moitié du bas, dans la vallée, on avait une autre partie de la société, pareil, avec son propre dirigeant qui était le Curaca et la même organisation. Mais bien sûr, le Curaca du haut l'emportait sur le Curaca du bas. Cette division de l'espace était manifeste du plus petit village aux plus grandes cités comme Cusco, car chez les Incas, tout est question de réciprocité, de maintien des équilibres grâce à un respect scrupuleux de la marche à suivre rituelle. La partie haute, le Hanan, a été construite en haut de la crête de la montagne et abrite des édifices liés au culte. On y découvre donc tout un ensemble de bâtiments, temples, greniers ou kolkas. Des terrasses ornées de niches qui auraient renfermé des idoles et qui étaient irriguées par tout un réseau de canaux. La partie basse, le Hurin, que l'on rejoint par une vertigineuse volée d'escaliers, semble être principalement réservée aux représentants administratifs. On y trouve des grands bâtiments à 2 étages, typiques de la tradition architecturale inca, organisés autour d'une fontaine qui seraient les habitations de l'élite. Quels éléments principaux avons-nous à Choquequirao? D'abord, la grande Callanca, qui a 6 accès et ne comporte qu'un niveau et dont la façade latérale définit la place principale. À côté se situent les édifices à 2 niveaux, destinés à la noblesse, qui abritaient ceux que l'on appelait les Incarantines, les remplaçants ou les ambassadeurs de l'Inca. Surplombant les deux parties se trouve l'Uxnu, que l'on considère comme un promontoire d'une extrême importance cérémonielle. Il s'agit d'une colline entièrement arasée et transformée en une immense plateforme de forme ovale. L'organisation du site et le style de construction laissent peu de doute sur leur origine inca. Ce site appartient à un modèle de ville sacrée, comme le fut la ville inca de Cusco. Choquequirao correspond à une planification urbaine de l'époque préhispanique, de la manière suivante. Il a une fonction politique, religieuse, économique et sociale. Dans l'état actuel de dégagement du site, Choquequirao se compose d'une zone urbaine regroupant les édifices majeurs liés au pouvoir et des secteurs périphériques dans lesquels se trouvent habitations et ateliers. Depuis 2004, c'est d'ailleurs dans le secteur 9, appelé Pikiwasi, que se sont concentrés les efforts de la mission française. Bien évidemment, la plupart des projets de recherche sur Choquequirao
ont fait de l'étude architecturale un aspect central de leur recherche. L'étude que je suis en train de mener de façon complémentaire actuellement permet de pouvoir comparer ces techniques architecturales et de comprendre leur organisation spatiale sur l'ensemble du site. Les fouilles en 2004 de Piquoisis ont permis d'identifier vraisemblablement la présence d'un hameau préhispanique d'antiquité pré-Inca. Ce site a été abandonné. Par contre, on sait qu'à une certaine époque sont arrivés les Incas et ils ont complètement remanié l'architecture et l'espace correspondant à Piquoisis pour y installer les bâtiments monumentaux que l'on peut apprécier aujourd'hui. Ces bâtiments rectangulaires étaient probablement des ateliers textiles, comme le suggère le résultat des fouilles effectuées postérieurement par le co-directeur de la mission, Omar Gallegos. Ce qui est sorti essentiellement des fouilles de Choquequirao correspond à une activité textile. Ce que je tiens dans la main est une quenouille. Elle a comme élément principal la fusaïole, fait essentiellement en os, en céramique et dans quelques cas en pierre. Le secteur 9 a été contextualisé historiquement. Il y a par exemple des références concernant celles que nous connaissons communément sous le nom de mamacoñas. Les mamacoñas sont des femmes spécialistes des travaux textiles, le tissage, la teinture. Elles utilisaient des plantes et des minéraux de la région pour obtenir des couleurs variées. La présence de ces ateliers est intéressante, car elle implique l'existence à l'époque, sur le site ou dans les villages voisins, de troupeaux de camélidés, lamas ou alpagas, pourvoyeurs de laine. Les Incas avaient également pour habitude d'asseoir leur pouvoir en délocalisant certaines populations pour en faire des colons, les mitimaes, porteurs d'un savoir propre dans certaines activités artisanales, comme le textile ou l'orfèvrerie. Des membres du peuple Chimú, spécialistes des travaux d'orfèvrerie, semblent ainsi avoir résidé sur le site. On a trouvé d'ailleurs des mortiers dans le secteur Urine qui auraient pu servir à travailler le métal. Mais si certaines installations laissent à penser que le site était pourvu d'ateliers métallurgiques, rien ne prouve qu'il constituait une réserve d'or de l'Empire Inca. Pour les Incas, l'or était la sueur du soleil, alors que l'argent était fait des larmes de la lune. Les Incas voyaient également dans l'or la chair même des dieux, cette lumière solaire autour de laquelle tout leur univers tournait. Murs de certains temples, idoles et vêtements, tout devait luire pour témoigner leur adoration de l'astre de vie. Rappelons-le, Choquequirao se situe à 3100 mètres d'altitude. Dans la religion inca, les montagnes jouaient un rôle majeur. Elles étaient perçues comme des géants endormis, qui pouvaient à tout moment se réveiller et provoquer des cataclysmes. La plupart de ces montagnes qui sont considérées comme sacrées dans les Andes sont aussi censées abriter un esprit tutélaire que l'on appelle souvent un apu. L'apu, c'est cet esprit, ça peut être aussi l'incarnation des âmes des morts qui sont censées aller résider au sommet des montagnes pour protéger leurs descendants. Et la plupart des sites incas étaient en effet placés sous la protection d'un apu, c'est-à-dire de cet esprit, de cet ancêtre protecteur. Et dans la vallée de l'Urubamba, des sites comme Choquequirao ou Machu Picchu étaient entourés de montagnes sacrées qui sont souvent des montagnes enneigées, qui sont censés être des apus protecteurs. Alors il y a toute une hiérarchie d'apus. Il y a des apus plus ou moins puissants. Alors les plus importants comme le Salcantay, l'apu Salcantay, c'est celui qui domine toute la vallée et c'est bien sûr le plus important, le plus puissant. Même aujourd'hui encore, c'est censé être l'incarnation d'un esprit très très puissant. Et souvent cette montagne a un nom secret que seuls connaissent les habitants du lieu et que personne d'autre ne peut prononcer à leur place. Et ils invoquent le nom de cette montagne pour demander leur protection.
Et il semblerait que c'eût été le cas à Choquequirao à l'époque inca. On en est presque persuadé. Cette configuration symbolique se retrouve aussi avec l'orientation de certains édifices par rapport au fleuve, ce qui introduit la notion du cycle rituel de l'eau, très important chez les Incas. On a au pied du site le fleuve Apurimac. Or, le fleuve Apurimac s'oriente exactement vers l'ouest. Et l'ouest, c'est l'endroit où se trouve le Pacifique. Et dans certaines traditions andines, le Pacifique est censé être le réceptacle des âmes, le réceptacle des morts. Et l'eau emmène en effet l'âme des morts vers le Pacifique où ils prendront refuge. Donc il y a toute une connotation rituelle entre les fleuves, les montagnes, l'eau et le ciel. Et c'est cette connotation qui donne au site de Choquequirao ou à Machu Picchu ou à beaucoup de sites incas tout ce rôle sacré et rituel qui lui aurait attribué. Tout le réseau de canaux qui parcourt le site fait partie de la fonction cérémonielle primordiale à Choquequirao. Ces fontaines et canaux, ainsi que les cultures, étaient alimentés via un aqueduc acheminant l'eau du glacier Yanacocha qui domine le site de ses 5400 mètres d'altitude. Le rite du pago, appelé également mesa dulce, qu'on pourrait traduire par tableau douceur, participe de ce respect fondamental du peuple andin pour l'environnement. À son arrivée sur le site, Thibaut ne coupe pas à la règle. Il organise un pago pour demander la bienveillance de la montagne afin de mener sa mission à bien. L'offrande d'un fœtus de lama vient d'ailleurs souvent ponctuer les décisions importantes dans la vie de l'homme andin. Es un brujo. Aprende porque mi padre era aficionado a esto. Ce rite utilise également la coca, plante cruciale dans les Andes, qui, en plus d'aider le voyageur dans ses marches harassantes, était un symbole du pouvoir pour les Incas. La mesa dulce est un rite complexe qui consiste à donner à la montagne des offrandes colorées en les brûlant pour obtenir en retour sa bénédiction. L'orientation de certains édifices apparaît d'ailleurs comme volontairement calquée sur les apous environnants. Mais ce n'est pas tout. L'importance du soleil pour les Incas est fondamentale. Rappelons que l'Inca était une incarnation de l'astre solaire. Les architectes de Choquequirao ont d'ailleurs orienté le site en fonction de certains points de vue liés à l'apparition du soleil. Le site de Choquequirao devait avoir une orientation préférentielle par rapport au soleil. Nous avons pu donc constater qu'en ce jour du solstice du 21 juin, où Inti Raymi, le soleil apparaissait à l'intérieur du berceau, à la droite de l'Apu Marcana. Et donc on a une association au culte aux apous et au culte au soleil. Plus généralement, à leurs yeux, certains éléments de la nature tels que les arbres, les sources, les rivières, les rochers, incarnaient les forces, les wakas, de ces divinités.
Certaines pierres du site semblent avoir été sacralisées car elles reprennent la forme en réduction d'une montagne environnante. Ils vénéraient donc toutes celles dont la forme particulière leur rappelait celle de leur divinité protectrice. Les Waka, en revanche, sont des divinités mineures par rapport aux Apus. À Choquequirao, on a plusieurs alignements de ces pierres dans les parements des murs vers les différents éléments du paysage rituel. Ce rapport animiste vis-à-vis des Andes explique qu'ils bâtissaient souvent leur cité sur des éminences rocheuses, dans des lieux donnant sur des paysages particuliers, à la confluence de cours d'eau, avec un panorama sur une rivière ou des montagnes. Les prêtres de la religion inca se devaient d'être au plus près de leurs dieux pour mieux communiquer avec eux. Il n'est pas étonnant que l'environnement ait eu cette importance dans la croyance inca. En effet, les Andes ont toujours été secouées par des bouleversements naturels, séismes, glissements de terrain, cyclones. La topographie particulièrement accidentée de Choquequirao a obligé les Incas à effectuer de nombreuses transformations du milieu. Mais la volonté des Incas de s'établir sur ces nids d'aigle, sachant les difficultés que cela devait représenter, a peut-être aussi à voir avec un autre élément essentiel de leur civilisation, qui se dévoile dès que l'on évoque le nom du site. Il est intéressant de remarquer qu'à Choquequirao, vous avez une montagne qui domine le site, qu'on appelle le Cori Huarachina, et qui désigne l'endroit où l'on fait fondre l'or. Et comme par hasard, le site s'appelle aussi Choquequirao, qui signifie le berceau de l'or. Donc il y a une connotation sacrée entre les deux. Et lorsqu'on regarde la montagne protectrice du site, qui est le Cori Huarachina, on a en effet l'impression, quand le soleil se couche, les rayons du soleil couchant se penchent sur cette montagne et la font rougeoyer. Et elle prend l'apparence d'une montagne d'or. Donc il est possible que le nom du site soit aussi donné en fonction de cette montagne qui émerge comme si elle émergeait d'un berceau d'or qui émerge du site. Et donc on a cette connotation sacrée entre le berceau de l'or, la montagne sacrée et la résidence des ancêtres. Il est probable d'ailleurs que les premiers explorateurs aient été attirés par le nom alléchant du site, Choquequirao, le berceau de l'or. Quoi qu'il en soit, la position du site dans son écrin, en dehors du fait d'être en symbiose avec l'environnement montagneux qu'il considérait comme sacré, permettait également d'être plus près des étoiles. Par sa localisation particulière au sommet d'un éperon aplati et dans un endroit totalement dégagé, la colline tronquée désignée comme Uxnu à Choquequirao convient particulièrement bien à l'observation des montagnes environnantes ou de la voûte céleste. L'Uxnu pouvait représenter un accès symbolique à l'inframonde, ou, comme à Cusco, un centre cérémoniel d'où partaient les lignes astronomiques, les séquesses, servant à l'organisation spatiale de la cité en fonction des lieux sacrés avoisinants. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est que l'Uxnu est une plateforme totalement dégagée qui convient parfaitement aux observations des astres, notamment la nuit. La nuit, lorsque le soleil se couche, la première étoile que l'on voit apparaître juste à l'aplomb du site, c'est bien sûr la Croix du Sud, qui est localisée légèrement au sud. Et 10 minutes après, juste sur le site, on voit deux étoiles, qui sont Alpha et Beta du Centaure, mais qui, dans la cosmographie andine, sont considérées comme étant les deux yeux d'un grand lama céleste qui est censé résider au centre de la Voie lactée. Alors pour les Andins, la Voie lactée est censée être un fleuve céleste, peuplé par un certain nombre d'animaux qui sont représentés sous la forme de taches noirâtres. Alors ces taches noirâtres sont interprétées par la population andine comme étant des représentations d'un lama céleste accompagné de son petit, d'un berger, mais aussi d'un crapaud, d'un serpent, d'un renard, qui ont tous une connotation rituelle. Donc il est très possible que l'on soit en présence à Choquequirao, et notamment en présence de l'Uxnu, d'un calendrier céleste qui permettait d'observer
les constellations et notamment la constellation du Lama. Ce zodiaque en négatif servait donc à déterminer les dates clés de la vie paysanne, comme les semailles et les récoltes, ou encore à guider les bergers et les caravaniers lors de leur périple à travers les Andes. On sait l'importance vitale qu'a le lama pour les Andins. Sa viande sert à l'alimentation, sa laine à la confection des vêtements, ses os à fabriquer des outils et ses excréments à constituer engrais ou combustible. C'est également le seul animal de bât connu à l'époque précolombienne. De nombreuses légendes lui attribuent une origine divine. Donnée aux hommes par la terre-mère, Pachamama, pour les aider à subsister dans cet environnement hostile, le lama aurait surgi des sources, des lagunes et d'autres points d'eau considérés comme des lieux d'origine de la vie. C'est une découverte récente effectuée par l'archéologue péruvien Zenobio Valencia en septembre 2004 qui a scellé le rapport privilégié de l'animal sacré avec le site de Choquequirao. C'est au moment de parcourir chacune des 130 terrasses que nous nous sommes rendus compte de la présence de ces représentations. Nous avons enregistré au total 24 lamas. Pendant l'étape de cadastre, le travail a été vraiment difficile pour nous d'abord à cause de la pente, qui est d'environ 60-70 degrés, depuis le fleuve Apurimac. Nous devions donc chaque jour monter et descendre. En fait, cela a compliqué un relevé topographique facile. L'autre aspect est que dans cette étape, quand nous avons découvert leur existence, nous avons commencé à vérifier chacun des lamas et nous nous sommes rendus compte de nombreux détails, de nombreux aspects techniques qu'avaient mis en place les architectes et les ingénieurs incas. Si nous démarrons de la figure anthropomorphe, le petit berger, et nous nous projetons jusqu'au lama 16, nous allons avoir une référence exacte à l'est. Nous avons donc déterminé qu'ils avaient une orientation menant probablement à la partie haute du site où l'archéologue Percy Paz a découvert dans des fouilles antérieures un enclos à lama. De fait, les lamas semblent liés à cet enclos de la même manière que cet enclos est lié au secteur cérémoniel. Que nous indique ceci? Que les lamas sont en train de marcher. Ils sont dynamiques. Nous ne savons pas vers où, mais il est certain qu'ils sont reliés au temple et bien sûr à l'Apu qui est au sommet. Ces 23 grands panneaux, uniques dans l'architecture inca et dénommés les lamas du soleil, sont donc tournés vers le soleil levant et sont disposés sur des terrasses orientées vers les grands sommets voisins, ainsi que vers le cours inférieur de la rivière Apurimac. Cette caravane sculptée participe donc de cette notion d'harmonie entre les populations andines et leur milieu, sans cesse réaffirmée dans l'architecture inca. Les terrasses de lama ont vraisemblablement été édifiées dans cet espace de Choquequirao afin de célébrer les caravanes de lama et les pasteurs qui étaient un élément essentiel dans la vie de Choquequirao. C'est-à-dire que la caravane de lama, en quelque sorte, articule tous les échanges et la complémentarité écologique des Andes. Le site de Choquequirao permet donc, grâce à ses aspects divers, à la fois centre économique, religieux et observatoire astronomique, de lever un pan du voile sur la complexité de la civilisation inca. Cet empire, construit en un temps record, a trop souvent donné l'image d'une bureaucratie austère, ayant comme seul atout un grand sens de l'organisation et une ambition démesurée, coupée nette par l'arrivée des conquistadors. La découverte de la symbolique du site nous permet de voir que ce peuple fait de peuple
possédaient une grande richesse culturelle. Le respect manifeste des Incas pour l'environnement dans lequel ils bâtissaient leurs principaux sites prouve que les Andes ne se domptent pas. Elles dictent leurs règles à toutes les cultures qu'elles abritent. Cette notion doit d'ailleurs beaucoup plus au ressenti qu'à une quelconque étude scientifique. On peut faire des plans, mais ce que l'on ne verra pas sur le plan, c'est l'endroit où se lève le soleil. C'est la brume qui se dissipe le matin très très tôt et qui permet de capter l'orientation de certains édifices par rapport à telle montagne que l'on n'a pas vue. C'est le rayon de soleil qui va tomber le soir à la nuit tombante sur le sommet de la montagne et qui lui donne cet aspect rougeâtre. Et là, ça défie toute l'expérience de l'archéologue. C'est l'expérience humaine, d'où la nécessité d'aller sur place pour comprendre vraiment ce que représente le site pour les populations locales. C'est tout un espace-temps différent. Choquequirao, c'est pas un site, c'est comme moi je vais à Choquequirao, je le considère, même si je suis français, comme un espace rituel, socialisé avec les montagnes. Je suis au milieu des montagnes. Je suis sur l'échine du Lama céleste. Les Incas n'ont donc pas utilisé une vision du monde pour asseoir leur domination. Ils l'ont adoptée car ils n'avaient pas d'autre choix. Aujourd'hui, le peuple andin continue de vivre selon ces codes qui nous semblent obscurs. La notion d'effort pour un andin n'est que le juste retour de ce que la montagne lui donne. Et Choquequirao est peut-être en partie cela, un cadeau des hommes aux Andes.